Si la population des villes augmente considérablement, si à 3, elle représente à peu près 100 000 habitants, ce n'est quand même que 1 habitant sur 7 qui vit à la ville. Les autres vivent à la campagne. En 1830-1840, le Québec, c'était la vallée du Saint-Laurent. Hein, c'était ce mince corridor là, qui courait de Charlevoix jusqu'à Montréal, un peu au-delà, avec quelques annexes sur le Saint-François et le Richelieu. Mais essentiellement, c'était le filet de la vallée du Saint-Laurent. Et un filet relativement étroit. On peut considérer que cet espace-là était plein et qu'il n'y avait plus de place pour les familles paysannes qui voulaient s'étendre, établir leurs enfants sur de nouvelles terres. Tout ce qui restait, c'était l'émigration vers les villes, dans la vallée du Saint-Laurent, et effectivement, il y a eu une émigration très importante vers Montréal et ensuite vers Québec, ou alors vers les villes en dehors du Québec. La ville attire de plus en plus, parce que les gens vont chercher à avoir un meilleur sort, une meilleure vie. D'autant plus que les seigneuries commencent à déborder, elles ne peuvent plus accueillir de nouveaux habitants. Il faut trouver quelque chose. Pour éviter l'immigration vers les villes, et surtout les villes américaines, l'Église propose avec ferveur la colonisation. Plus nous aiderons le peuple dans sa marche vers la colonisation et l'agriculture, plus nous le pousserons selon les vues de la Providence. De nouvelles régions s'ouvrent. La Mauricie, le lac Saint-Jean, le Saguenay. Cette minorité courageuse reprend après un siècle d'arrêt le flambeau des colons de la Nouvelle-France. Au bout de quelques décennies, le territoire occupé par les Canadiens français se trouvera décuplé grâce aux efforts persistants d'une poignée de pionniers. La vallée du Saint-Laurent a littéralement explosé en l'espace de quelques décennies pour donner naissance à cette dizaine ou cette douzaine de régions périphériques, de constellations de régions péri-laurentiennes qui composent aujourd'hui le visage du Québec. Et là, on va se rendre compte que le régime seigneurial est quelque chose de dépassé. On va donc décider en 1854 d'abolir le régime seigneurial. Certains aussi vont décider d'aller s'établir dans les villages, là où naissent de petites industries. Comme par exemple, justement, il y a un village qui se fonde qui s'appelle l'Industrie, qui va devenir Joliette. Il y a aussi Montmagny, il y a des villages de la vallée du Richelieu, il y en a d'autres, par exemple, dans les régions de la Mauricie, où il y aura des petites forges.
va y avoir aussi chez les députés du Haut-Canada un mécontentement au sujet de la représentation. On a vu que en 1841, les députés du Haut-Canada n'avaient pas protesté contre le fait qu'ils avaient le même nombre de députés que le Bas-Canada, même si le Bas-Canada avait 200 000 habitants de plus que le Haut-Canada. En 1850, la situation change. La population du Haut-Canada est maintenant plus importante que celle du Bas-Canada. Et là, on va créer l'injustice. Et là, on va dire qu'il faut établir le principe de la représentation basée sur la population, le rep by pop. Tout ça fait monter la tension au pays. De 1848 à 1864, 12 gouvernements se succèdent. L'un d'eux dure 4 jours. Le pays semble ingouvernable, on est inquiet. La terrible guerre de sécession fait rage aux États-Unis. Ici, on a très peur que les nordistes, avec une armée d'1 million d'hommes, n'attaquent le Canada, car l'Angleterre a aidé les sudistes. Heureusement, il n'y a pas d'invasion, et les seuls Américains qui viendront ici seront des esclaves affranchis. Depuis le début du 19e siècle, le Canada avait expédié en Angleterre des quantités énormes de bois, en particulier du bois de chêne pour la construction navale et aussi des pins. On avait liquidé des forêts complètes. À cette époque-là, on ne pensait pas au reboisement. On laissait la nature se ressourcer. Des espèces animales ont disparu, de nouvelles ont été introduites et y vivent à l'état sauvage. On estime qu'au moins un tiers des plantes actuelles du Québec n'étaient pas là du temps de Cartier, tandis que d'autres ont disparu à jamais. La pire catastrophe écologique du 19e siècle, c'est sans aucun doute la disparition de la tourte. Ces oiseaux-là arrivaient par millions chaque année. C'était comme un nuage noir qui arrivait. Et à ce moment-là, il y en a qui quittaient leur ouvrage, il y en a qui quittaient la ville, et on essayait d'en tuer le plus possible. On en prenait avec des filets, on chargeait des fusils à mitraille, et les petits plombs en tuaient des dizaines et des dizaines. On n'avait pas tenu compte que la femelle ne pondait qu'un seul œuf par couvée. Les colonies atlantiques décident de se réunir à Charlottetown. Il y aura des représentants de la Nouvelle-Écosse, du Nouveau-Brunswick et nécessairement de l'île du Prince-Édouard. Les représentants du Canada uni vont arriver à Charlottetown à un moment donné où il y a un cirque. Il n'y a personne pour les accueillir. Et c'est le secrétaire de la colonie de l'île du Prince-Édouard qui va aller les chercher au navire. Et à ce moment-là, les représentants du Canada sont extrêmement bons diplomates et ils vont convaincre les représentants des autres colonies de venir à Québec au mois d'octobre où on va discuter d'une union de toutes les colonies britanniques d'Amérique du Nord. Le peuple canadien-français se trouve face à un autre grand point tournant de son histoire. Mais peu nombreux sont ceux qui le savent. La majorité vit à la campagne et n'a aucun contact avec les anglophones. Le Haut-Canada, les autres colonies anglaises sont bien lointaines. Avant l'Union, nous avions un Anglais devant nous. Avec l'Union, nous en avons un en avant et un en arrière. Avec la Confédération, nous en aurons un en avant, un en arrière, un de chaque côté et peut-être un sur la tête. Dans un manifeste, Dorion précise: L'absence de toute communication officielle, le silence absolu des ministres bas-canadiens sur les détails de cette confédération projetée semble indiquer que l'on veut précipiter cette mesure sans consulter le peuple. Il y a des représentants nécessairement du Canada uni, de Terre-Neuve, du Nouveau-Brunswick, de la Nouvelle-Écosse et de l'île du Prince-Édouard. Parmi eux, 4 francophones: Georges-Étienne Cartier, Hector-Louis Langevin, Étienne Pascal Taché et Jean-Charles Chappet. On va adopter une série de résolutions qui vont servir de base à l'élaboration d'un projet de loi qui devra d'abord être approuvé par la Chambre des communes de Londres et ensuite par la Chambre des Lords. Au printemps suivant, après de longues discussions, l'Assemblée législative du Canada uni finit par adopter les résolutions de la Conférence de Québec.
Ça se termine à 4 heures du matin et là, on chante immédiatement « God Save the Queen ». MacDonald est fait chevalier commandeur de l'Ordre du Bain, alors que Cartier et 5 autres pairs de la Confédération doivent se contenter tout simplement du titre de chevalier de l'Ordre du Bain. Ça va blesser Cartier. La plupart des francophones se sentent blessés. Cartier refuse la décoration. L'entrée de nouvelles provinces dans la Confédération, l'augmentation de la population va faire en sorte que le poids du Québec au sein de la Chambre des communes va diminuer graduellement. En 1869, le fédéral acquiert les territoires du Nord-Ouest. En 1870, le Manitoba devient une province. En 71, c'est la Colombie-Britannique. En 73, l'île du Prince-Édouard entre dans la Confédération et en 1905, on crée 2 nouvelles provinces, l'Alberta et la Saskatchewan. Enfin, Terre-Neuve se joint au Canada seulement en 1949.